Salut Thomas, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cette envie violente, presque primitive, de balancer ton imprimante par la fenêtre parce qu'elle t'annonce qu'elle est en panne sèche de sillon alors que tu viens juste de changer la cartouche? Ah, l'imprimante, l'ennemi public numéro 1. Salut Sarah. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Ce moment où ton téléphone devient lent comme une tortue le lendemain de la sortie du nouveau modèle, ou quand ta machine à laver rend l'âme 2 semaines, pile 2 semaines, après la fin de la garantie. C'est ça qui me rend dingue. On a tous l'impression d'être paranoïaque, de voir le mal partout. On se dit non mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas faire ça exprès, c'est du délire complotiste. Sauf que toi, aujourd'hui, tu es venu avec un dossier sous le bras qui prouve que non, on n'est pas fou, on est juste des victimes. Exactement. Ce n'est pas de la paranoïa, Sarah, c'est de l'histoire économique, et c'est documenté. Ce sentiment d'arnaque permanente, il a une date de naissance précise, le 23 décembre 1924. Attends, 1924? On parle d'il y a un siècle là. C'était quoi, une réunion secrète dans un bunker? Presque. C'était à Genève. Imagine l'ambiance. On est juste avant Noël, les grands patrons des plus grosses entreprises d'électricité du monde se réunissent en secret. Il y a les Allemands d'Osram, les Néerlandais de Philips, les Américains de General Electric et même des Français de la Compagnie des Lampes. Ils s'installent autour d'une table et ils fondent ce qu'on appelle le cartel Phébus. Phébus comme le dieu du soleil. C'est ironique pour des types qui vendent de la lumière artificielle. Et leur but, c'était quoi? Se partager le gâteau? Se partager le gâteau, oui, mais surtout changer la recette. À l'époque, la technologie des ampoules progressait trop vite. C'était le problème. Les ingénieurs étaient trop bons. Une ampoule standard en 1924, ça durait environ 2500 heures. C'était robuste. Mais pour ces patrons, c'était une catastrophe économique. Si tu vends une ampoule qui ne claque jamais, tu ne vends plus rien l'année d'après. Donc, ils ont décidé de quoi? De demander aux ingénieurs de devenir mauvais? C'est exactement ça. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le comité des milleurs. C'est hallucinant quand on y pense. Ils ont mis en place une bureaucratie de l'échec. Si une usine, disons chez Philips, produisait des ampoules qui duraient 1200 heures ou 1500 heures, l'entreprise devait payer une amende au cartel. C'était contractuel. C'est dingue! Ils payaient des amendes pour avoir fait de la trop bonne qualité. Voilà, ils ont forcé la recherche et développement à travailler à l'envers, trouver des filaments plus fragiles, réduire la qualité du verre. En quelques années, ils ont réussi leur coup. La durée de vie standard mondiale est passée de 2500 à 1000 heures. Et devine quoi? Leurs profits ont explosé, parce que les gens devaient racheter des ampoules 2 fois plus souvent. C'est le premier cas avéré, documenté et industriel d'obsolescence programmée. Et ça a créé un précédent. Une fois qu'ils ont compris que ça marchait pour les ampoules, j'imagine que l'idée a fait des petits. Oh que oui. Le deuxième exemple le plus flagrant, c'est le bas nylon. Quand Dupont a inventé le nylon dans les années 40, c'était une révolution. Le truc était indestructible. Les femmes pouvaient traîner leur bas derrière une voiture, frotter avec une brosse métallique, ça ne filait pas. C'était increvable. Sérieusement? Parce que moi aujourd'hui, j'achète une paire de collants, je l'enfile, je frôle un coin de table et c'est fini. Direction poubelle. C'est le résultat de cette logique. Les chimistes de Dupont ont reçu l'ordre de fragiliser la formule. Ils ont dû retravailler la molécule pour qu'elle soit moins résistante aux UV et au frottement. Ils ont littéralement passé du temps et de l'argent pour casser leur propre invention géniale, juste pour s'assurer que tu reviennes acheter une nouvelle paire le mois suivant. C'est rageant. Mais bon, là on parle de bas et d'ampoules. C'était du matériel physique. Aujourd'hui, le problème a muté, non? On est dans l'ère du numérique. Mon iPhone, il n'a pas un filament fragile. C'est du logiciel. C'est là que ça devient encore plus pervers. On est passé de l'obsolescence matérielle à l'obsolescence psychologique et logicielle. Prends l'exemple de l'iPod. Tu te souviens des premiers iPods? Oui, les grosses briques blanches avec la molette. Exactement. Au début des années 2000, un artiste, Casey Neistat, a fait un scandale. La batterie de son iPod est morte après 18 mois. Il appelle Apple et le service client lui répond textuellement « Achetez-en à nouveau, ça coûtera moins cher que de réparer ». Il a tagué ça sur toutes les affiches de pub à New York. C'était le début de la prise de conscience. Et Apple a continué. On se souvient tous du scandale des ralentissements. Le Batterygate, oui, c'est le sommet de l'iceberg. Apple a admis avoir introduit du code dans les mises à jour iOS pour ralentir les vieux iPhones. Leur excuse officielle, c'était de dire que c'était pour protéger la batterie vieillissante et éviter que le téléphone ne s'éteignait tout seul. Ouais, l'excuse est belle. Mais en pratique, l'utilisateur, lui, il voit juste que son téléphone rame à mort juste au moment où le nouveau sort. Il se dit « mon téléphone est vieux, il faut que je change ». C'est ça le génie maléfique. Il ne casse pas l'objet, il le rend frustrant. C'est une usure émotionnelle et ça nous coûte une fortune. C'est ce que j'appelle la taxe cachée de la technologie. Si on gardait nos appareils 2 fois plus longtemps, on économiserait des milliers d'euros sur une vie. Mais on ne peut pas parce que le système est verrouillé. Vis propriétaire, batterie collée, absence de pièces détachées. Et au-delà de notre compte en banque, Thomas, il y a un coût qu'on ne voit pas, parce qu'il est loin de chez nous. C'est le coût physique, environnemental. Où vont tous ces téléphones qu'on jette parce qu'ils sont devenus un peu lents?
Ils ne disparaissent pas par magie, Sarah. Ils finissent souvent dans des endroits comme Agbobolchi, au Ghana. C'est une des plus grandes décharges électroniques du monde. J'ai vu des reportages là-bas, c'est l'enfer sur Terre. Décris-nous ça. Imagine des montagnes de vieux écrans, de tours d'ordinateurs, de téléphones cassés. Et au milieu de ça, des gamins, parfois très jeunes, qui brûlent les câbles en plastique pour récupérer le cuivre à l'intérieur. L'air est noir, saturé de dioxine, de plomb, de mercure. Le sol est mort pour des siècles. Tout ça parce qu'on a conçu un mixeur ou un smartphone pour qu'il lâche au bout de 2 ans et qu'il soit impossible à réparer. C'est un crime écologique direct. C'est déprimant. On a l'impression d'être coincé dans une machine infernale. Mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Est-ce qu'on commence enfin à se rebeller contre ce modèle Phébus? Heureusement, oui. La résistance s'organise. Ça s'appelle le mouvement du Right to Repair, le droit à la réparation. C'est parti des agriculteurs américains, figure-toi. Des agriculteurs? Oui, parce que John Deere, le fabricant de tracteurs, empêchait les fermiers de réparer leurs propres machines avec des logiciels verrouillés. Si ton tracteur tombait en panne en pleine moisson, tu devais attendre un technicien agréé. Ils ont commencé à pirater leurs propres tracteurs avec des logiciels ukrainiens pour pouvoir bosser. Et ça a fait tache d'huile. Et pour nous, le grand public? Il y a des héros modernes comme Kyle Wins, le fondateur de iFixit. Ce site est une mine d'or. Il démonte tout ce qui sort, il note la réparabilité, il publie des manuels gratuits. Leur credo, c'est « si tu ne peux pas l'ouvrir, tu ne le possèdes pas vraiment ». J'adore cette phrase. C'est une reprise de pouvoir. Complètement. Et ça bouge au niveau législatif. La France a été pionnière là-dessus avec l'indice de réparabilité. Tu sais, cette petite note de 1 à 10 sur les étiquettes maintenant, c'est une première mondiale. Ça force les constructeurs comme Samsung ou Apple à rendre des comptes. Ils doivent dire si les pièces sont disponibles, si c'est démontable. Ça commence à changer la donne. Donc, si je comprends bien, notre meilleure arme aujourd'hui, ce n'est pas de boycotter la technologie, mais c'est le tournevis. C'est le tournevis et l'information. C'est de refuser la mise à jour qui ne sert à rien. C'est de changer sa batterie soi-même en suivant un tuto sur YouTube au lieu d'acheter le nouveau modèle. C'est un acte de désobéissance civile en fait. Chaque fois que tu répares un truc au lieu de le jeter, tu fais un doigt d'honneur au fantôme du cartel Phébus. Et ça fait du bien. Merci Thomas pour cette plongée dans les coulisses un peu crades de notre consommation. On regardera nos ampoules différemment ce soir. Avec plaisir Sarah. Et surtout, gardez vos vieux trucs, ils ont une âme. C'était Podcaster Pro. N'oubliez pas, réparez, ne jetez pas. À la prochaine.